Donc aujourd'hui, on est dimanche, on se rencontre Sylvie dans un superbe endroit, un hôtel particulier où il y a une exposition sur les maîtres d'art. Donc autant dire que là, on est dans l'excellence à tous les niveaux. Moi, je me suis, j'allais dire, rincé l'œil avec des savoirs dans des expositions en bas, la paille, les matières, il y a même des instruments de musique extraordinaire. Il y a même un concert incessamment sous peu. Donc aujourd'hui, je vous rencontre. Je suis très heureuse parce que ça fait un moment que je cherche à vous trouver. Et comme en plus vous êtes en province, c'est pas facile. Mais je vous ai rencontré la première fois quand vous faisiez un travail que j'avais trouvé magnifique, évidemment, pour Philippe Nicolas. Tout à fait. Et là, ça, c'est quelque chose. C'est un des hommes que j'admire beaucoup. Et quand il m'a dit, écoute, il y a une personne qu'il faut absolument que tu rencontres, c'est Sylvie, elle fait de jolies choses, elle a quelque chose, ça me touche ce qu'elle fait. Je me suis dit que il y avait, déjà j'avais vu ce que vous faisiez, j'avais un avis d'un grand maître. Donc je suis heureuse de vous rencontrer maintenant et qu'on puisse un petit peu se caler. On va parler un petit peu de votre... Vous allez nous dire ce que vous faites parce que c'est la surprise. Et puis vous allez nous parler de votre parcours. Donc je vous laisse la parole, Sylvie. Alors moi, je suis Sylvie Deschamps. Je suis depuis novembre 2010, je suis maître d'art en tant que brodeuse fil d'or. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Donc la broderie au fil d'or, j'ai fait l'école de Rochefort. C'est la seule école en France où on apprend l'or. Je suis sortie de cette école en 89. Et puis, le 1er juillet de la même année, je démarrais chez le grand maître brodeur Bouvard et Duviard à Lyon, où là, une petite dame sourde et muette, avant de partir à la retraite, pendant 2 ans, m'a formée à l'art plutôt ancien, comme l'or nué, qui est la technique justement qui a servi à faire justement ce fameux collier pièce unique pour Cartier. C'est une technique ancienne qui remonte au XVe siècle. Donc, Et pendant 2 ans, elle vous a formé oui. Tout du long. Vous sortiez de l'école, mais en même temps, vous aviez besoin de cette... Mais comme j'intégrais cette entreprise chez Bouvard et Duviard et que je voulais travailler pour eux, et qu'elle était employée dans cette même société, étant donné que j'avais choisi la broderie au fil d'or à la main, elle était mon maître pendant 2 ans pour que le jour où elle arrête, où elle est à la retraite, je la remplace. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est extraordinaire déjà de penser que dans une entreprise, ils étaient dans la transmission, ils étaient de se dire, il y a quelqu'un qui va partir et il y a quelqu'un qui prendra la suite. Parce que nombre de fois, j'ai vu dans des ateliers où il y a des départs et la mort dans l'âme, on se retrouve avec un savoir qui part en même temps à la retraite. Et après, on ne sait même plus vers qui se retourner. Ça, j'ai trouvé ça toujours triste. C'est un truc qui m'a marqué. Donc elle vous forme. Alors elle me forme pendant 2 ans, donc plutôt à tout ce qui est art ancien lié à la broderie au fil d'or, donc chose que j'avais absolument pas appris à l'école de Rochefort. Donc ça m'a fait une vraie formation complémentaire et puis évidemment elle me forme à l'entreprise, donc monter un métier à broder ça se fait en 20 minutes, ça se fait pas en 1 heure. Toutes ces choses après qui font que le temps est compté parce qu'il est payé. Et donc, j'apprends très vite avec elle à gérer la partie main pour aussi pour le national et l'international. J'apprends avec elle à travailler des reliefs épais jusqu'à 5 cm. 5 cm d'épaisseur ? Oui. Ah, c'est énorme. Alors, tout se fait à l'aiguille et à la main, bien entendu. Elle m'apprend à travailler aussi sur le cuir. Donc là, le cuir épais, où j'utilise les mêmes aiguilles fines et les mêmes fils d'or, mais au travers un cuir épais. Donc j'apprends avec elle des particularités fortes, intéressantes. Vraiment, c'est Lucie qui m'a transmis tout ça. Quand elle est partie à la retraite, je l'ai remplacée pendant 4 années. Je suis devenue première main chez Bouvard et Duviard, qui était un atelier de brodeur, mais aussi passementier. Il faisait beaucoup de passementerie. Et puis, l'entreprise a été rachetée. On me proposait d'aller à Noir-Étable dans la Loire. Je suis allée voir cet endroit, mais je me suis dit non, je ne voulais pas faire Lyon-Noir-Étable. Je ne me sentais pas bien là-bas. C'était pas pour moi. En revanche, j'avais besoin de me rapprocher de ma famille, c'est-à-dire du côté de La Rochelle, Niort, vous repartiez, tous ces coins-là. Donc c'est la raison pour laquelle, on m'a appelée pour être professeur auxiliaire, professeur de broderie or au lycée d'où je sortais.
Ce que je n'ai fait que très peu de temps, puisque l'atelier à Rochefort, que je dirige depuis 15 ans, a été créé depuis le printemps. Et il se trouve que la directrice est partie rapidement, et donc le poste était vacant. Donc, Comme quoi, le fait de revenir, c'était une bonne idée presque. Ah ben, pour le coup, j'étais très attendue, bien plus que je n'aurais pu penser, c'est ça qui est chouette. C'est ça, les petits hasards, les coïncidences, les rencontres. Voilà, parce que de base, j'avais un programme pour 6 mois pour être professeur de broderie fil d'or pour les bacs broderie, qui était une nouvelle section qui venait aussi de se créer, parce qu'avant, il n'y avait que le CAP. Et j'ai fait ça que 15 jours, puisque très vite, on pense à moi pour diriger justement le Bégonia d'Or, parce que l'expérience à Lyon, 6 années, faisait qu'ils pensaient que forcément, je collais totalement au profil recherché. Donc, de ce que je comprends, le Bégonia d'Or, c'est le nom de l'entreprise sur lequel vous prenez la suite. Donc, c'est pas votre création, mais elle existait déjà, cette entreprise. Voilà, moi j'arrive en décembre et c'était créé au printemps. Ok, très bien. Et donc là, vous vous lancez? Ben voilà, en fin de compte, je prends la direction. Donc ça veut dire que j'arrive déjà, moi, avec ma clientèle lyonnaise. Il a fallu que la maison Artus Bertrand, la maison John Loeb à Paris pour des pantoufles de luxe brodées. Je fais pas mal de paires pour, entre autres, Philippe Noiret. Voilà, le Baron Bic, ou des célébrités comme ça. Donc, je viens avec quand même un petit... carnet d'adresses. On appellerait ça maintenant un réseau, mais voilà, c'était vos clients. C'était plus mes clients. Il a fallu que je remonte sur Paris et leur dire, voilà, l'activité continue. C'est plus sous le nom Bouvard et Duviard, mais c'est le Bégonia d'Or. Mais voilà, je suis là et je peux continuer à faire les mêmes commandes que je traitais déjà pour la maison Bouvard. Donc, dans un sens, ils étaient contents d'entendre que tout n'était pas perdu, parce que où est-ce qu'ils allaient faire ces broderies, c'était le point d'interrogation, et d'un coup je leur amenais la réponse. Et puis donc il est vrai qu'à l'époque je fais quand même beaucoup de broderies militaires, parce qu'il faut savoir que la broderie fil d'or est une broderie traditionnelle qui de base est faite pour tout ce qui est vêtements d'apparat, pour aller marquer les grades des différents oui, les galons. On l'a dans l'œil sur ces fonds militaires. Bleus, voilà Donc c'est une broderie militaire de base, mais c'est une broderie aussi liturgique. On en voit beaucoup pour l'art des chasubles, pour les bannières brodées lors de processions X. Et puis, c'est aussi de l'art héraldique. C'est tout ce qui est l'art de traduire des armoiries de ville ou de famille. Ah, je connaissais pas on est ça. aussi formés pour ça. Moi, à l'école, à cette époque-là, à Rochefort, on était aussi formés pour ça. C'est-à-dire qu'on demande des textes en mairie, où des blasons ont été déposés au niveau du dessin et de l'histoire. Et par conséquent, quand on traduit celle-ci, il y a des codes qui apparaissent et qui vont vous indiquer comment placer le tissu, si le milleret doit être à l'horizontale ou à la verticale, si on vous dit de gueule, ça symbolise que c'est rouge, etc. Il y a une codification, il y a toute une... C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, sinon ce serait moins drôle, entre guillemets. La difficulté... Voilà, c'est intéressant d'entrer dans l'histoire et d'avoir la justesse de restituer, tel que les textes le disent, l'art de la broderie. Ça, je trouve ça formidable, ça me plaît beaucoup. Donc moi, quand j'arrive en effet au Bégonia d'Or, il y a déjà une brodeuse qui est là en place, que je connaissais puisqu'on était à l'école quasiment la même année. Elle sortait de l'école un an avant moi, donc je savais la fille et tout. Et c'est une fille qui travaille excellemment bien. Et puis, peu de temps après, je repère celle qui est mon élève maître d'art, ancienne élève maître d'art et qui est avec moi depuis bientôt 15 ans déjà. Je la repère lors d'un stage, parce que le lien avec l'école de Rochefort, ça va être que quand cette entreprise, le Bégonia d'Or, a été créée pour que ce soit aussi une passerelle pour les élèves de cette école de Rochefort. C'est-à-dire qu'elles viennent en stage entreprise. J'imagine. Donc genre 3 mois dans l'année. Alors avant, je prenais les filles en CAP, je ne prends plus que les filles en bac broderie, mais j'avais repéré Marlène, qui est devenue, que j'ai employée, parce que quand elle est venue, je me suis dit, cette fille-là, elle sait broder. Et c'était totalement le profil de fille qui m'intéressait. Puis je l'ai sentie passionnée. Enfin, je me suis dit... l'élève et le maître se rencontrent. On va faire une belle histoire ensemble. Voilà, le tandem, le binôme est là. Alors, moi, je l'emploie bien avant d'être maître d'art, mais quand je suis nommée maître d'art en 2010, Frédéric Mitterrand me remet mon titre au ministère. C'est le plus grand, bel événement de ma carrière.
Eh bien, naturellement, je choisis Marlène pour être mon élève maître d'art. Moi, je l'avais déjà. Il y avait Belle Lurette qu'elle m'avait prouvé par A plus B que c'était la fille qui, en effet, fallait que j'emploie. Enfin, nous deux, ça matche bien depuis, depuis Mais longtemps. il y a ce binôme qui est magique dans les maîtres d'art et élèves. Il y a quelque chose qui fonctionne comme si vous étiez, mais tellement trouvé personnellement, dans les personnalités et dans le travail qui est, moi je suis assez soufflée à chaque fois. Il n'y a pas un maître d'art qui ne me parle pas de son élève avec des titres tellement élogieux. Et c'est même les maîtres d'art qui font ça, je trouve. Alors qu'un élève devrait dire c'est extraordinaire, j'apprends des choses. Enfin, j'ai quelqu'un devant moi qui a un modèle. Non, c'est les maîtres d'art qui disent j'ai trouvé cette personne-là, elle me correspond, on bosse ensemble, on match parfaitement, on est dans symbiose. Ça, je trouve que c'est rare. Je ne le trouve pas ailleurs. Mais il est vrai aussi que moi, pour ma part, j'ai eu Marlène, voilà, je voulais l'employer, donc c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas me tromper dans mon jugement. Et voilà, comme c'est une fille qui est une grande passionnée, qui est très à l'écoute, qui voilà, est capable de aussi bien faire de la restauration de broderie comme moi que du design, de la création. Elle a été formée pour tout ça. Elle est aussi capable de faire des choses complètement contemporaines au niveau de la broderie. Elle entre dans toutes les... Elle peut répondre à toute la clientèle diversifiée de l'atelier. Ça peut être pour l'art de la miniature, pour les montres. Moi, quand j'ai signé pour la maison Piaget en haute horlogerie, voilà, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec eux pour 5 ans. J'ai amené Marlène à ce qu'elle ait la main pour faire cet art de la miniature, ou de nouveaux outils entrent en ligne de compte, comme le pied à coulisse numérique pour vérifier l'épaisseur de la broderie, qui va rentrer dans l'altiplano de chez Piaget. Donc on doit vérifier que la hauteur ne dépasse pas 0,8 mm par exemple. Donc on avait des nouvelles contraintes et des nouveaux outils qui apparaissaient et des fils d'or véritables, pas du plaqué or mais de l'or. Donc voilà, elle a réussi assez vite à se mettre dans votre... à faire ses montres. Et heureusement, parce que de base, moi j'avais dit, par contre je vous préviens, moi je ne peux faire que de la série limitée, voire très limitée. Presque la pièce. On m'avait dit, mais non, mais Sylvie, il ne faut pas vous inquiéter. Par exemple, sur ce design-là, il y en aura 25. C'est beaucoup quand même. Je dis, 25, c'est très bien. Enfin, sauf que ce qu'on ne m'avait pas dit, c'était 25 en or jaune, 25 en or blanc, 25 en or rose. Ah oui, d'accord. Ça faisait plus 25. Ça fait 75, là, on est sur 75. Je sais pas, sur 3 ans, on a fait quelque chose comme 300 décors, quoi. Donc, heureusement que j'avais eu la bonne idée de lui faire la main, entre guillemets, là-dessus, que je ne m'étais pas gardé ça pour moi toute seule, parce que les quantités étaient bien plus... Donc, il est certains designs qu'elle réalisait sur de la série, et moi j'en faisais d'autres. Et heureusement qu'à nous deux, parce que finalement il y en a eu pas mal. C'est très souvent la rose d'Yves Piaget qui était à reproduire de différentes façons, mais de différentes on a fait un façons développement aussi pour l'Asie avec la branche de pin, on a travaillé la fleur de cerisier, enfin on a fait pas mal de décors sur plusieurs designs, et en ce moment j'expose la calotte polaire qui est en fil d'or rose dans une boîte en or rose serti diamant. Voilà pour... Je l'ai vu, parce qu'il y a quelques pièces à vous, il y a 2 pièces à vous, plus il y a un autre, sur votre établi, il y a un poisson. Voilà, la carpe coille. Voilà, oui. C'est magnifique. Et c'est vrai que j'ai aussi vu vos vidéos sur YouTube. Donc ça m'a permis de voir cette fameuse feuille de pin, je crois. Voilà, j'ai suivi avec ce graphisme très... La branche de laurier. Voilà, avec en or rose. Voilà. Oui, tout à fait. Ce graphisme qui est particulier. Oui. Donc ce binôme fonctionne parfaitement. Vos réalisations, donc on comprend qu'elles sont à tous les niveaux, que ce soit pour des grandes maisons, pour presque des particuliers pour faire des choses, pour des entreprises pour broder des chaussons, et puis pour des militaires aussi.
Alors ça, c'était avant. C'était avant, donc ça C'était se fait moins. C'est, en fin de compte, les budgets étant très largement restreints, tout est brodé en Inde, les confections des képis, c'est la Bulgarie. Maintenant, on ne recherche plus le beau, on recherche le pas cher. Donc, d'accord. Même pour nos militaires oui. qui sont... Oui. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Mais moi, dans un sens, ça m'a arrangé. Oui. Je trouve pas ça dommage parce que Est-ce qu'il y avait... je m'étais retirée du marché avant que ça s'en aille de la France. Donc, d'accord. Parce que c'était... Évidemment qu'un brodeur d'or, un brodeur traditionnel, doit savoir faire ça. Parce que moi, à l'époque, j'étais formée pour l'art militaire. Donc, il n'y a pas d'innovation là-dedans. Je veux dire, une fois que vous avez brodé des képis, c'est du basique. Voilà. Ok. Bon, on reste dans quelque chose d'assez qui revient tout le temps, les mêmes points, les mêmes... Bon, ça va, quoi. En plus, on vous demande... Enfin, c'est pas des défis en soi. Et moi, ce que j'aime réaliser, c'est justement des défis. C'est ça qui me plaît. Alors, il est vrai qu'à l'atelier, en fin de compte, on fonctionne sur 2 entités parce qu'on est à la fois une entreprise, parce qu'on a cette espèce de double comptabilité où on est inscrit à la Chambre des métiers, de l'artisanat à La Rochelle, mais on est aussi une association. Parce que l'atelier de base est créé comme une association de loi de 1901. Et c'est-à-dire que là, on a des adhérents, on est aussi un économusée. Ah oui, non, ça je ne savais pas du tout. Et on propose des stages loisirs, dès l'âge de 9 ans à plus de 80 ans. Qui veut venir broder l'or peut, lors de petits stages à la demi-journée, journée et plus. Là, on a reçu un Australien qui est venu 3 semaines pour broder l'or. Parce qu'en fin de compte, de tout temps, Rochefort, en France, est la seule ville en France où on apprend ce métier de brodeur d'or. Nulle part ailleurs qu'à Rochefort. Okay. C'est ce pourquoi j'ai voulu revenir à Rochefort, parce que... C'est central, quoi. Je savais aussi que... vous avez l'écosystème tout autour. Et puis même à Paris, c'était très su. François Lesage, qui était un ami, m'envoyait pour les collections haute couture des robes à faire, que ce soit haute couture ou prêt-à-porter de luxe. Le plus pour qui j'ai travaillé comme marque, c'est Chanel, parce que François Lesage, c'était le gros de ses clients, mais j'ai aussi travaillé pour d'autres brodeurs, des maisons parisiennes, pour des brodeurs comme Murel ou d'autres. Et là, j'ai travaillé pour beaucoup de grands couturiers aussi italiens, Valentino, Versace, Ungaro. J'ai aussi travaillé pour Saint-Laurent, Dior, enfin on en a fait beaucoup. En bagagerie, Louis Vuitton, on a fait beaucoup. De 99 à 2012, on était réglés sur 4 collections annuelles. Et parfois même, on faisait la collection croisière où on brodait les fameux écussons pour les vestes de Spencer. Donc les camélias de Chanel, le petit flacon avec frappé du numéro 5 en petite étiquette sur du vinyle. C'est extraordinaire. On a fait plein de choses comme ça. Donc moi, depuis 99 j'avais quitté la haute couture. Voilà, la broderie militaire, pardon. Parfait. Oui, ça, par rapport à tout ce que vous dites, ça me semble assez cohérent. Vous avez envie de faire d'autres choses. En plus, certaines maisons sont là pour vous alimenter, pour vous faire gagner presque en création, en originalité. La broderie militaire, elle s'avère moins intéressante peut-être à ce moment-là. C'est sûr. Oui, la broderie militaire, étant donné que c'est rébarbatif, je me trouvais dans une problématique de non-création. Et moi, si j'ai choisi la broderie au fil d'or, c'est pour... En fin de compte, alors c'est vrai que là, je ne peux pas vous mettre ça entre les mains, mais il y a une matière qui s'appelle de la canetille. Je la connais. Voilà. Et moi, justement, c'était mes questions qu'on vienne au fil. C'est la matière, moi, qui plus m'a choisi que je n'ai choisi le métier. Parce que s'il y a 15 ans, on m'avait dit, Sylvie, tu seras une brodeuse au fil d'or, même pas, j'aurais... Il a vraiment fallu que je touche cette matière. Je suis allée à une porte ouverte à Rochefort. Et la matière, je l'ai trouvée extraordinaire. Et j'ai vu quelques expositions d'œuvres. Je suis allée dans... Évidemment, quand on est brodeur, on fait du dessin. On est obligé d'être formé en dessin. On ne peut pas... il va falloir créer. Ça fait partie, voilà. Et j'ai vite compris que finalement, ça allait être multiple dans la création. Donc moi, si je n'ai pas ce champ large des possibles qui est ouvert, c'est pas possible. Donc, Et ça, c'est une particularité pareille aux maîtres d'art. C'est-à-dire qu'ils aiment aller dans tous les domaines de leur métier, mais de faire appel presque à la création, à la fibre artistique qui est extrêmement présente,
Parce que sinon, juste de faire tourner des pierres comme ci ou de faire broder une insigne et tout, c'est pas votre valeur ajoutée. Vous y emmenez quelque chose dans ce que vous proposez dans la création. Alors j'aimerais que vous me parliez du fil d'or, parce que moi, c'est quelque chose qui me subjugue. La cantille, ça me parle, parce que dans les colliers de perles, on travaille avec cette fameuse cantille qui n'est pas toujours très facile. Il y a différents formats, mais le fil d'or, dites-moi tout. Alors le fil d'or, déjà il faut savoir qu'on a quand même la chance, par le passé il y avait une dizaine on va dire de fabricants de fil d'or, il n'y en a plus qu'un qui est basé à Lyon, qui est maître d'art, qui s'appelle Daniel Gontard et c'est la société Carlian. Et lui il fait des fils d'exception. Moi par principe et par éthique c'est pareil, je n'achète que des fournitures 100% françaises. Mes cuirs ça va être la poterie Poulain à Paris, les boutons ça va être la maison Cocher dans le Jura. Les fils d'or, les fils d'argent, c'est forcément Lyon, même si je sais qu'ils ont été copiés, mais loin d'être égalés en Inde ou ailleurs, avec des fils qui coûtent beaucoup moins cher. Ça m'est complètement égal. Moi, je veux des fournitures de qualité. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de traçabilité. Votre traçabilité, elle est dans l'honnêteté des artisans. Vous travaillez de même de ce que vous faites. Vous avez la même démarche avec les artisans qui sont qui vous amènent le fil et tous les accessoires et tous les différentes choses. C'est assez logique et c'est même clair, je trouve, quand vous le dites. Voilà. Ça se discute pas, quoi. Ben, c'est ça. Puis quand on veut de la qualité, de toutes les manières, il vaut mieux mettre de prix parce que je sais qu'elle va bien vieillir, que ces fils d'or qui sont fabriqués sont faits avec justesse, que quand on va parler de plaqué or, ça va être bien fait. Il est évident que quand j'ai fait avec Philippe Nicolas, parce que c'est vrai que lui, ça fait quelques années qu'il travaille pour la maison Cartier, il avait vu l'icône que j'expose là-haut au Grand Palais lors d'une biennale d'antiquaire où j'étais là encore exposante sous l'égide des maîtres d'art. Et quand il a vu ce collier, il m'a dit, cette icône, il m'a dit, Sylvie, on va faire un collier pièce unique ensemble. Et sur le moment, j'ai cru qu'il blaguait. Et en fait, le lendemain, il arrive le lendemain avec le dessin. Il me dit, bah, tu vois, ça va être ça, le collier pan lyrique. Donc avec du vrai fil d'or, il va falloir trouver quelqu'un qui fera ce vrai fil en or. Ah ben je dis, je connais, puis lui aussi il connaît Daniel Gontard, à Lyon. De toute façon, il n'y en a qu'un qui peut le faire sortir, c'est lui. Hein, donc, et en effet, il nous a fait un fil d'or exceptionnel. Il en a même fait plusieurs, parce que pour Piaget, il a fait 2 autres fournitures différentes. La cantille en or palladium 12%, qui devait être gris, qui est ressorti un peu rose, directement extrait du lingot. Il va faire ses fils, des fils fins comme des cheveux en or véritable, comme la montre qu'elle a là-haut, avec la calotte polaire pour Piaget. Donc il s'est vu fabriquer des fils incroyables, grâce à ses clients, qui sont tout autant et qui, depuis que j'ai eu le titre de maître d'art, sont venus toquer à la porte en disant, mais moi, je veux intégrer de la broderie au fil d'or dans mes colliers, dans mes montres. Ça peut être savoir, dans mes présentations. Voilà. Et heureusement qu'on a ce maître d'art qui fait ces fils d'exception. Donc ça, c'est votre votre sous-traitant. Quel est le mot? Provenance? Mon fournisseur. Fournisseur, voilà, c'est ça. C'est votre fournisseur officiel. Alors, il n'y a rien de plus officiel, de mieux. C'est ça. Parce qu'il y a une broderie, là, sur oui, les militaires. Ah ben donc voilà. Là, ça nous donne on a un tableau énorme qui fait au moins 2 mètres sur 1,50 m. Et c'est un militaire, voilà, ouais. On est sous son regard, là. On ne peut pas bouger. Donc, le fil d'or a cette réalisation. Et vous, vos aiguilles sont comment? Parce que c'est impressionnant comment vous faites pour broder? Alors pour broder, on a un métier à broder qui fait 1,20 m de longueur au niveau du bois, qui est en hêtre massif. Là aussi, j'ai mon fournisseur officiel de métier. Normal, on va jusqu'au bout. Normal, français autant le dire, hein, bien sûr. Encore plus normal. Rochelet. Ah oui, alors ça oui. Voilà, et puis on va poser celui-ci sur des paires de tréteaux finalement. Et puis, on va monter notre toile sur ce métier. On va le tendre des 4 côtés pour que ce soit tendu comme une peau le serait sur je vois. Une percussion, on va dire. Oui. Et puis là, je travaille avec, un peu comme Philippe Nicolas, je vais avoir un néon en lumière blanche et je vais travailler avec des loupes serre-tête. Les mêmes qu'il m'a fait connaître quand j'ai travaillé chez Oui, elles Cartier. sont très pratiques, ça. Elles sont très pratiques pratiques de joaillerie. Et surtout, c'est un vrai verre, ça n'abîme pas les yeux.
Ben, Philippe, ça fait 40 ans qu'il les utilise et c'est quelqu'un qui au quotidien n'a pas besoin de lunettes et qui d'ailleurs n'en met toujours pas. C'est Oui, dire c'est la vrai, qualité ça. de ses loupes. Voilà. Donc j'utilise le même matériel. D'accord. Et donc, vous réalisez, on va parler un petit peu de vos réalisations pour avoir une idée du temps d'heure que vous passez. Parce que moi, mon problème, je trouve, on parle souvent de 3000 heures pour des ouvrages, etc. Je trouve qu'on ne se rend pas bien compte. Vous, quand vous réalisez une chose, du début, donc vous avez le dessin, vous le faites, est-ce que vous faites une sorte de modèle avant de réalisation un peu bêta qui vous permet de dire, bon, de montrer ou vous commencez tout de suite sur l'ouvrage? Bah, de toutes les manières, ça part d'un dessin. Comme la carpe koi que j'ai sur le métier, bah, j'ai créé le dessin. Je décide d'une nomenclature technique, c'est-à-dire les techniques que je veux utiliser pour cette broderie, le choix des fournitures. Je fais un calque, je le perfore sur l'envers, je le mets sur le tissu, je passe une poudre au travers et c'est la façon de retranscrire le dessin sur le tissu déjà. Ah, ok. Un calque peut faire à peu près, on peut poncer 100 fois avec ce même calque. C'est dire que, voilà, c'est pareil, on décide d'une nomenclature technique avec un dessin, mais on pourrait le broder de mille et une façons différentes. Il n'y a pas une façon de faire un dessin, il y en a tellement. On connaît tellement de techniques et on utilise tellement de fournitures que la carpe koi, je pourrais vous la décliner. À l'infini. Voilà, et en changeant les techniques, en changeant les fournitures, je pourrais le faire un nombre de fois. Mais il faut bien s'arrêter sur une idée. Donc ça, c'est le petit 1. La montre que vous voyez par exemple là-haut qui dessine, c'est chez Piaget, ils font les designs, ils ont des gens qui dessinent, eh bien c'est une grosse semaine de temps parce qu'on est dans l'art de la miniature, mais parfois ça peut être 15 heures pour une broderie, ça peut être... Philippe Kramer est un designer suisse avec qui je collabore. Et lui crée des designs, ça peut être des paysages de monts célèbres suisses ou bien au musée d'art et d'histoire à Genève, il y a une grande tenture qui fait 2,50 m par 3,50 m où là c'est des arbres avec une prairie au centre. Voilà, c'est variable, ça peut être des grands décors, il faut 250 heures parce que là on ne fait pas de la précision comme pour les montres. C'est vraiment... C'est très variable. large en fin de compte, c'est très large. Vous pouvez faire de l'infini petit, enfin infini petit, oui, du très petit, de la miniature jusqu'à des teintures. Donc très grand. Voilà, c'est assez incroyable. Votre fil d'or fait une épaisseur de combien? Alors tout dépend, parce que la quentille la plus fine c'est du 0,70 mm. Quand on parle de laminateur rose, elle fait la taille presque d'un cheveu. Donc, et puis il est des quentilles, quand on veut faire de l'art plutôt moderne, faire des créations originales, on peut avoir des quentilles qui dépassent 2,5 mm de diamètre. Donc, oui. Ah oui, donc ça c'est déjà beaucoup plus grand. Ah oui. Ok. Il y a vraiment... Puis quand on parle de fil d'or, la palette est large. Venez à l'atelier un jour, vous allez voir. Je pense que ça va être vous allez être surprise. Oui. D'accord. Dans le fil d'or, donc à chaque fois, ça reprend les différentes tonalités de leur jaune, de leur rose, leur gris. Vous arrivez à chaque fois à être dans ces différentes tonalités du fait que c'est votre fournisseur. Voilà, et puis quand c'est par contre de la quentille qui va être plaqué or, vernis or, on appelle ça un peu comme on veut, moi j'achète ça chez Carlian à Lyon, et là il est plutôt grossiste lui, donc il vend par kilo. Par contre, quand il s'agit de fils comme ce collier pièce unique Cartier, c'est la maison Cartier qui a acheté la matière, parce que là on est sur des prix tellement élevés que je n'ai pas moi ces stocks dans mon atelier. Ils ont l'habitude en plus, ils gèrent ça très bien. Et puis ça coûte tellement cher que moi je me retire de l'achat. Non, vous êtes sur la façon, sur ce que vous savez faire. Voilà. Vous n'êtes pas sur l'achat d'or. C'est un autre domaine. En revanche, il est évident que quand je travaille des fils d'or véritables, chaque chute est récupérée. Et chez Piaget, comme ils font eux-mêmes leurs lingots, ils vont refondre l'or et ça passera de nouveau dans la fourniture. Oui, c'est tout un circuit qu'ils ont. Ils sont très au point là-dessus. Les Voilà. grands groupes, on leur laisse ça gérer. Alors, et vous vous déplacez, parce que souvent je vous ai vu à Paris, là vous êtes encore à Paris, vous vous déplacez à peu près combien de fois dans l'année? Vous faites quoi? Vous faites des sortes
de salons professionnels? Alors moi, il est vrai que quand je me déplace en général à Paris, j'étais dernièrement en effet, on s'est vu au Carrousel du Louvre, sous l'égide toujours des maîtres d'art. C'est très souvent dans le cadre quand même des événements maîtres d'art. Ça peut... J'étais venue aussi pour le Maison et Objets. Voilà, c'est des salons... Paris, ça peut être aussi un salon qui s'appelle l'Aiguille en Fête. Pourquoi? Parce que... Ouais, lui, ce salon-là, parce que nous, on est très attendus en tant que brodeur d'or, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on fait beaucoup de formations. Ça peut être la demi-journée jusqu'à... on peut passer chez nous beaucoup plus de temps, mais il faut savoir que Rochefort est une ville thermale et qu'on a des curistes qui viennent assez régulièrement. Et certaines personnes font une demi-journée broderie or, l'autre demi-journée du tourisme. Elles reviennent le lendemain refaire de la broderie au fil d'or. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que je vous disais, de l'âge de 9 ans à plus de 80 ans, on peut venir apprendre à poser l'or. À tenir l'aiguille et le fil. Voilà, parce que la cantille, même si on peine à coudre un bouton, tout le monde peut le faire. Donc nous, on amène les gens depuis 95 à cela. Et jamais personne n'a pas réussi à relever le défi. Parce que c'est... En fin de compte, c'est comme... La cantille, c'est comme... on peut imaginer un spaghetti, c'est creux. Oui, complètement. C'est un ressort. ressort. On le coupe et on l'enfile comme une perle. Exactement. Et comme enfiler une perle n'est pas compliqué, eh bien enfiler une cantille ne l'est pas non plus. Après, c'est juste un savoir pour le mettre sur du tissu pour faire cet effet de broderie qui est et puis plus on va proche faire de la des broderie. points, c'est vrai qu'on va faire des points d'initiation, le point de tige, le point arrière, le point de bouclette. Oui, on est dans la couture. Là-dedans. Et régulièrement, on crée des kits. Parce que ces gens qui font des stages veulent acheter des kits pour continuer à broder ou nous achètent des fils au détail et on leur revend tout ce qu'ils ne trouveraient jamais en mercerie. Mais je mettrai toutes vos coordonnées, puis j'ai pris une petite fiche parce que celles-là, je les adore. Je vous piste comme ça je sais où vous êtes. Voilà. Et c'est vrai que sur le site, il est indiqué c'est pour renvoyer vraiment sur notre site internet parce que quand il y a des événements, c'est marqué toujours, on tient à jour, on sait, en janvier prochain, on va faire un salon à Périgueux. Voilà, nous les week-ends en général on se déplace aussi pour les ateliers. On était dernièrement au Port-en-Ré où là des brodeuses ont souhaité nous faire venir pour une initiation de broderie fil d'or. Donc ça c'était il y a peu de temps aussi. Puis le prochain gros événement pour moi avec les maîtres d'art, ça va être Osaka, où là les grands magasins Hankyu ont sélectionné 12 maîtres d'art pour une exposition-vente là-bas au Japon. Et ils voulaient une brodeuse au fil d'or, donc je pars. Voilà. Et c'est quand? Alors ça va être du 15 au 26 mars. D'accord. Voilà. Parce que là, j'ai vu des maîtres d'art japonais et dans le patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont le patrimoine. C'est lui qui fait dans l'art du kimono, qui est trésor international. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est leur... appellation. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. On devrait avoir des choses comme ça. Ça serait tellement... Oui. Ça rendrait justice à certaines personnes. Donc, vous êtes aussi dans la transmission. C'est-à-dire que vous avez transmis à quelqu'un, mais vous êtes dans une transmission qui est beaucoup plus large, je trouve encore. Ça, je l'avais assez peu vu, parce qu'en règle générale, c'est maître à élève ou c'est de élève à initiation. Mais enfin, ça restait assez cantonné. Tandis que vous avez élargi votre domaine de transmission. Vous êtes beaucoup plus large que ça. C'est comme presque une école. C'est le côté... Ça s'apparente quelque part à une école. Alors, il est vrai que, comme moi, j'ai transmis à Marlène Rouault, parce que je n'ai pas dit son nom, c'est Marlène Rouault, qui est ma petite pépite, eh bien, en fin de compte, on a aussi Thierry Tarade qui travaille avec nous. Donc, on a un homme également. Et eux s'occupent de tout ce qui est formation niveau 1, niveau 2, c'est plus Thierry. Marlène va prendre plutôt les niveaux 3, les niveaux 4. Et moi, j'accepte maintenant de former par exemple à l'art liturgique, les fameux ors couchés. C'est du métal qui est couché comme ça sur du tissu et qui sert beaucoup à l'art pour faire les chasubles ou les bannières. Et depuis quelque temps, j'ai accepté par exemple une sœur qui venait de Florence, voulait absolument savoir faire cet art-là pour après pouvoir faire des bannières ou des chasubles qu'on lui commanderait directement dans le couvent dans lequel là où elle vit. Et voilà. Donc maintenant, elle peut répondre à ce type de commande parce qu'elle a eu cette formation avec moi. Moi, j'avais eu celle-ci
grâce à Lucie Teston à Lyon. Donc, je ne l'ai pas fait pendant des années parce que j'avais pas le temps, mais là, j'ai eu envie. Alors, je l'ouvre pas souvent, cette formation-là, parce que... Elle est quand même très réduite au niveau du destinataire. Ce n'est pas toujours... faut trouver les personnes qui sont intéressées, il faut trouver votre temps, il y a plein de choses. Et puis, en général, de toute façon, ce sont des gens qui veulent répondre qu'à ce type de commande-là, très liturgique, et qui ne veulent pas rentrer dans autre chose que là-dedans. Donc, on vient aussi me voir pour la formation de peinture à l'aiguille, comme le tableau des oiseaux qui est en bas. Je fais partie du jury meilleur ouvrier de France pour la broderie couleur, pour l'or également. Donc ça, j'ai transmis l'or à Marlène, c'est elle maintenant qui fait ça à ma place, parce qu'il faut la laisser lâcher un peu du lest et passer la main voilà, à quelqu'un qui sait faire ça aussi bien que vous. Et par contre, la peinture à l'aiguille, c'est moi qui forme, parce que Marlène n'a pas d'affinité avec la technique, donc elle ne peut pas, par éthique, elle ne peut pas transmettre quelque chose qu'elle ne gère pas bien elle-même. Ce qui est logique. C'est logique. Enfin, tout comme moi, je ne vais pas transmettre la broderie au crochet Lunéville, que je sais pourtant faire, parce que je n'aime pas spécialement cette technique-là. Okay. Donc c'est elle qui le fait. Il y a un rapport très personnel. Il y a toujours une espèce de justesse comme ça entre nous, pour qu'il y en ait pour tout le monde, pour répondre à un maximum de demandes. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous êtes tout le temps dans la transmission. C'est vous avez reçu et en même temps très vite vous transmettez et vous donnez et vous permettez à d'autres sans arrière-pensée d'accéder à un savoir. Mais oui, mais parce que si je ne le faisais pas, qui le ferait? Je ne vais pas mourir demain et partir avec des secrets, ça n'a jamais été... C'est pas un état d'esprit. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que cette transmission est importante. C'est pourquoi j'ai voulu, en effet, ce titre de maître d'art. Et je n'oublierai jamais cet événement incroyable. De plus que Frédéric Mitterrand, qui était un excellent ministre de la Culture, c'est lui qui me remet ce titre. J'étais complètement aux anges. Et au printemps suivant, il me remettait l'ordre du mérite pour couronner l'ensemble de ma carrière. Donc, juste avant qu'il parte du ministère. Et là, c'est drôle parce que mes filles ont entendu ce discours qu'il a fait comme ça. On était 12 maîtres d'art nommés en 2010. Moi, j'étais la seule femme, entourée d'hommes, voilà, ce jour-là. Et il a lu un A4 qu'il avait préparé sur moi. Et mes parents ou mes filles, et de me dire, mais c'est marrant parce que il a fallu qu'on l'entende presque en parler pour qu'on se rende compte... de ton métier, de ce que tu fais. C'était une reconnaissance par l'extérieur et puis peut-être elles sont dans votre environnement, vous en parlez moins, tandis que se l'entendre dire sous les ors de la République, de parler de vous, de reconnaître un savoir, ça c'est extraordinaire. Ouais, et c'est bien qu'elles aient été touchées par ça. Ah, ça les a... Et vous, on sent que vous avez été émue. Ah ben moi, ouais, c'est sûr. C'est ça. On va finir sur ce beau moment que vous nous faites partager. Parce qu'en plus, on sent qu'il n'y a que de la passion, il n'y a que de la transmission. Et c'est extraordinaire. Moi, je crois que tout ce que vous faites comme ça, c'est presque une ADN personnel, professionnel. Il y a tout qui est mélangé et tout qui fait avancer ça. Donc, merci beaucoup, Sylvie, pour ce moment. Et puis, je mettrai les coordonnées de votre site et puis aussi de tous vos cours parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui s'intéresseront encore à ce que vous faites. Avec plaisir. Merci. Merci.